Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler des notions fondamentales de la sécurité en IRM. Donc c'est la sécurité des travailleurs, on verra par la suite pour les patients en fait. Donc pourquoi on doit faire cette formation? Donc cette formation elle répond au décret 2016-1074 qui date d'août 2016, qui vise à améliorer la protection de la santé et de la sécurité du personnel face aux champs électromagnétiques. Donc en milieu hospitalier ça concerne tout le monde. Donc aussi bien les médecins que les brancardiers, les ASH, les secrétaires, les manipulateurs, tout le monde fait l'objet d'une étude personnalisée pour voir si c'est une profession qui est fort exposée au risque ou pas. Donc ce décret-là, on a fait le choix de ne pas vous le faire lire, mais parce qu'en fait c'est un petit peu chiant de lire les textes de loi, donc en fait on va vous le résumer. Donc en fait, ce décret il transpose une directive européenne qui date de 2013. Sa date d'application, c'était le 1er janvier 2017. Donc comme vous pouvez le voir dans certains lieux de stage ou dans certains centres IRM, je pense qu'il y a encore beaucoup d'endroits où ils sont en retard sur cette application du décret. Mais ça fait déjà quelques années maintenant que c'est obligatoire. Donc ce décret vise à améliorer la protection de la santé et de la sécurité du personnel. On fait une approche graduée des moyens de prévention et globalement, c'est établi sur le même modèle que la radioprotection. Donc ce décret, en fait, impose 5 grands points. Donc le premier, c'est la désignation d'un conseiller à la prévention des risques liés au champ électromagnétique, plus la formation de cette personne, bien entendu. Donc après, cette personne doit évaluer les risques, doit mettre en place la signalisation des lieux, elle doit former et informer les travailleurs des différentes professions et il y a un suivi de l'état de santé des travailleurs. Pour continuer sur le sujet, on est obligé de revoir la définition du champ électromagnétique. Donc un champ, c'est une zone de l'espace où il y a une interaction à distance. Par exemple, pour un aimant, c'est le champ magnétique statique, donc en IRM. Et s'il y a présence d'électricité, une charge électrique en mouvement va générer un champ magnétique. Donc ces champs électromagnétiques sont caractérisés par leur fréquence et leur amplitude. Donc la fréquence est exprimée en Hertz et l'amplitude en Tesla. Alors pourquoi on prend tant de précautions? En fait, c'est dû à des risques qui sont liés d'une part par la puissance du champ magnétique. Donc une machine d'1,5 Tesla, il faut savoir que c'est 30 000 fois le champ magnétique terrestre. C'est quand même énorme. Et une 3 Tesla, du coup, on multiplie par 2, c'est 60 000 fois le champ magnétique terrestre. Et d'autre part, les risques peuvent être liés aux émissions des ondes de radiofréquence. Par exemple, quand on fait un examen en IRM, la température corporelle du patient augmente. Et, ça peut induire un risque de brûlure et des risques liés aux ondes de radiofréquence. Alors ici, on vous montre une vidéo par rapport au risque de champ magnétique. Là, c'est un objet qui est dans l'IRM, en l'occurrence une chaise. Là, il faut savoir qu'ils ont un treuil à ce niveau-là qui aide à sortir le photon. En fait, ils ne peuvent pas utiliser le cœur, alors ils essaient de sortir. Vous voyez, même avec le treuil, c'est compliqué de sortir. Donc ici, on a une deuxième vidéo avec une bouteille d'oxygène. Alors, on imagine la bouteille d'oxygène. La pastèque représente la tête du patient qui est en train de faire un examen. Donc là, vous allez voir, ils vont lâcher la bouteille d'oxygène et plus la bouteille d'oxygène rapproche le centre du statif, plus elle va accélérer et percuter la pastèque. Vous voyez là, au départ c'est lentement, et plus on approche du centre de la machine, plus c'est rapide. On verra par la suite. Après, le choc est assez
Alors là, le monsieur essaye de retirer la bouteille d'oxygène. C'est impossible. Donc là, il faut faire quelques pas quand même pour aller récupérer l'antenne et la pastèque. Donc la tête du patient. Donc, ça peut causer des dégâts matériels, mais aussi, vous voyez l'état dans lequel est la pastèque, à savoir que la pastèque, c'est la même densité qu'une boîte crânienne, hein. Et là, une autre vidéo avec un lit d'un patient. Donc on imagine le manipulateur qui est en train d'installer un patient dans la machine. Et on essaye de rentrer un lit. Alors, même si on tient bien le lit avec le patient, vous voyez, ça éclate la pastèque qui est contre la machine. Et on imagine que le patient qui est à l'intérieur du lit a subi un choc aussi. Le lit s'écrase contre la machine. Donc même si on essaye de rentrer des objets en les tenant bien, on peut voir les dégâts que ça peut causer. Donc il vous rappelle qu'on est tous responsables quand on est travailleur de ce qui se passe dans la salle, hein. Et voici quelques images chocs, donc à savoir qu'il n'y a que cette image-là où ça s'est produit chez nous à l'installation de notre machine. En fait, encore c'est le technicien d'installation de la machine qui a rentré une chaise et la chaise a été pliée. Donc ça c'est passé chez nous, le reste non, c'est des images que l'on a récupérées. Donc avec des lits, des lessiveuses, des aésages, donc on peut voir que ça détruit aussi la machine. Alors pour la suite de notre sujet, on va faire quelques rappels basiques sur ce qu'est une IRM. Donc, comme vous le savez, l'IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique. C'est une méthode qui n'utilise pas de rayons X. Ça comprend un aimant plus l'émission des ondes de radiofréquence. Ça ressemble à un gros micro-ondes, hein, c'est l'image qu'on emploie souvent. Donc il faut comprendre qu'il y a trois éléments. Un champ magnétique statique, qui est dû à l'aimant supraconductif du statif, c'est les aimants les plus puissants qui soient. Un champ magnétique variable, pendant l'examen seulement, c'est dû aux bobines qui sont parcourues par un courant électrique. Donc c'est ce qui crée les gradients. Et il y a un champ électrique de radiofréquence, donc ça c'est uniquement pendant l'examen aussi, donc entre 62 et 64 MHz. C'est un examen qui peut être considéré inoffensif, sauf qu'on utilise les molécules d'hydrogène qui proviennent de l'eau en fait. À savoir que l'eau est le principal constituant du corps humain et on va se servir de ces molécules d'eau pour faire les images. À partir du moment où ça touche à l'humain, c'est jamais sans conséquence, hein. Donc ces molécules d'eau, les atomes d'hydrogène, on les appelle les protons. Donc dans une IRM, il y a une réciprocité entre le champ magnétique et le déplacement d'une charge électrique. À savoir qu'un courant fait naître un champ magnétique, dans les lignes à haute tension par exemple, et un aimant changeant, qui entre en mouvement, ça peut induire un courant dans une bobine. Le noyau d'hydrogène se comporte comme un aimant microscopique. Ça va nous servir pour faire nos images.
Donc pendant un examen d'IRM, c'est l'excitation et la relaxation des protons d'hydrogène par des ondes de radiofréquence qui nous donnent un signal que l'on récupère grâce aux antennes. Ce signal est traité mathématiquement et nous donne une image en échelle de gris, et comme le scanner, il s'agit d'une imagerie en coupe. Alors, lors de la réalisation d'une IRM, on distingue 3 étapes qui sont la polarisation, la résonance et la relaxation. Lors de la polarisation, en fait, c'est quand on rentre le patient dans la machine, il y a tous les protons qui s'orientent dans l'axe de B0. Il faut savoir qu'en tant que travailleur, dès qu'on rentre dans la salle, on subit cette étape de polarisation aussi quand on s'approche de l'aimant. Alors, les protons ne sont pas immobiles, même s'ils sont dans l'axe de B0, en fait, ils précessent autour de B0 à la fréquence de résonance. Donc ça, c'est l'étape de résonance. Alors, à cette étape, il y a un équilibre que l'on vient perturber en appliquant une onde de radiofréquence qui est une fréquence perpendiculaire à B0, d'où la formule F0 égale gamma fois B0, gamma étant le rapport gyromagnétique. Donc le but, c'est de basculer les protons dans un autre axe que celui de B0. Et ensuite, on arrive à l'étape de relaxation. Donc on arrête l'impulsion des ondes de radiofréquence. Et comme le champ magnétique est constant dans la salle, on observe au fur et à mesure un retour dans l'axe de B0 de tous les protons, en fait, comme à l'étape de polarisation. En fait, selon les tissus, les spins sont différents pour les protons et du coup, ça prend plus ou moins de temps selon que c'est de la graisse, de l'eau ou autre pour revenir dans l'état initial. Et c'est ce qui crée un contraste en IRM. Alors ici, vous avez le schéma. Alors, ici, vous avez le cryostat dans lequel circule l'hélium liquide qui sert à avoir l'aimant constant dans la salle. Donc 1,5 Tesla, 3 Tesla. Ça refroidit aussi les bobines supraconductrices, juste ici. Ici, vous avez les bobines de gradient qu'on sélectionne selon les coupes que l'on veut avoir, par exemple. Et ici, c'est l'exemple d'une antenne tête. Alors ici, on vous a mis les différentes antennes qui existent chez Philips. Nous, la machine, c'est Philips, on ne travaille qu'avec eux. Donc l'antenne corps, par exemple, une antenne genou ou encore une antenne épaule. Alors en bref, pour notre sujet, il faut retenir 3 choses. Il y a plusieurs champs en présence d'une IRM. Le premier, c'est le champ magnétique statique, 1,5 Tesla, 3 Tesla. Ça peut aller au-delà, il y a des 7 Tesla, 11 Tesla. Ça, c'est toujours actif dans la salle. Donc l'unité, vous l'avez compris, c'est le Tesla. Ensuite, pendant l'examen, il y a le champ magnétique variable, dû au courant qui traverse les bobines de gradient. Alors ça s'exprime en Hertz. Et après, il y a le champ électrique des radiofréquences. Donc ça aussi, c'est uniquement pendant l'examen, en Hertz aussi. Donc pour notre sujet, on va simplifier. Bien qu'il y ait 3 champs dans la salle d'examen, pendant un examen d'IRM, on va en différencier 2 selon les unités. Donc le premier, le champ magnétique statique en Tesla, et après, les champs magnétiques variables et champs électriques de radiofréquence en Hertz, c'est lié au courant électrique. Pour se protéger de ces 2 risques, du coup, il y a 2 types de blindage, donc un blindage pour le champ magnétique et un blindage pour le champ électrique. Donc pour le champ magnétique, en fait, c'est réalisé à l'aide d'alliages ferromagnétiques, donc à base de fer, de nickel ou de cobalt. En fait, c'est à l'installation de la machine, c'est au contact de la machine, ça sert à attirer les lignes de champ magnétique au plus près de la machine pour éviter que ça sorte de la salle. On va y revenir après. Et après, il y a un blindage pour les champs électriques. Donc ça, vous connaissez bien, c'est la cage de Faraday. Donc j'insiste sur le fait que la cage de Faraday n'arrête pas le champ magnétique. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Donc la cage de Faraday, elle a pour rôle d'éviter que le champ ne soit perturbé par d'autres émissions. Par exemple, le téléphone portable,
Si quelqu'un vient avec un téléphone portable à la console, on va éviter de perturber l'examen en cours grâce à la cage de Faraday. Et ça a pour but aussi d'empêcher les ondes électriques de sortir de la salle d'examen. Donc ça a un rôle de protection dans les deux sens. C'est réalisé en matériaux conducteurs. Donc les photos que vous voyez ici, c'est à l'installation de la machine. Alors la cage de Faraday, c'est important de bien la respecter, donc on ne rentre pas dans la salle d'examen avec des objets de la vie courante, par exemple. Ça peut détériorer et perturber la machine par leur présence. Alors ici, on vous a mis un schéma qui représente à quelle distance certains objets peuvent être détériorés. Donc par exemple, une montre, c'est aux alentours de 4 mètres de la machine, où ça peut endommager la montre. Une carte de crédit, c'est 6 mètres, et un pacemaker, ça peut aller jusqu'à 15 mètres. Donc c'est très, très loin de la machine, et pourtant, il y a une interaction. Alors maintenant, nous allons voir les risques des champs électromagnétiques sur les travailleurs. Donc il y a deux catégories d'effets biophysiques observés, donc soit les effets directs ou les effets indirects. Les effets directs, ce sont les effets sensoriels et les effets sur la santé. Les effets biophysiques indirects, ce sont des dégâts sur les dispositifs médicaux ou l'attraction et la projection de matériel. Donc pour les effets indirects, ça peut être causé par la présence d'un objet dans un champ magnétique. Alors il y a un risque que cet objet se transforme en projectile, parce que la puissance du champ magnétique dans la salle est très grande. Il peut y avoir un échauffement des objets ferromagnétiques qui peut entraîner par exemple une brûlure. Si c'est vraiment très grave, en fait, ça peut même entraîner un incendie ou une explosion dû à une étincelle ou un arc électrique dans la salle. Ça peut générer des courants électriques et ça peut avoir des effets sur les dispositifs médicaux, arrêt, dysfonctionnement, une destruction. Par exemple, un pacemaker, un neurostimulateur. Alors ici, on a fait une expérience très risquée sur site qui est un stylo avec la petite barrette juste au-dessus qui est métallique. Et là, vous pouvez voir que le stylo part quand même à une vitesse assez élevée dans la machine. On va remettre la vidéo une fois. Donc ça, par exemple, s'il y a un patient ou même un collègue qui est dans la machine, ça peut quand même être source de blessure. Alors les effets biophysiques directs, ce sont des effets qui sont causés sur l'organisme directement, qui sont dus au champ magnétique, à la présence du champ magnétique dans la salle, et ça disparaît à l'arrêt de l'exposition. Alors, on a deux sortes d'effets biophysiques directs, donc selon la gamme et le niveau de fréquence. Donc soit les effets sensoriels qui sont localisés au niveau de la tête, ou soit les effets nocifs pour la santé qui sont localisés sur le corps entier. Par exemple, on a des effets thermiques, échauffement des tissus, brûlures, ou des inductions de courant dans le système nerveux et des muscles qui peuvent causer des vertiges ou des goûts métalliques. Alors, c'est ce que je disais, à savoir que si vous observez l'apparition d'un de ces effets sur vous, par exemple un vertige, il suffit de sortir de la salle pour que ça redevienne normal. Et après, vous pouvez re-rentrer dans la salle pour une nouvelle exposition. Alors, les effets thermiques, ce sont les échauffements des tissus qui peuvent causer jusqu'à une brûlure par un dépôt d'énergie dans les tissus suite à une onde de radiofréquence, par exemple, donc pendant l'examen. Alors, les brûlures cutanées, elles peuvent être dues à plusieurs choses. Soit c'est dû à un objet métallique au contact de la peau. Il y a certains patchs cutanés avec des feuilles d'aluminium, pour la nicotine par exemple, qui peuvent causer des brûlures, des piercings ou encore des anciens tatouages. Donc là, je rappelle bien que le sujet du jour, c'est uniquement sur les travailleurs en IRM, mais ici, on a choisi de mettre un exemple de ces effets, en fait, on peut l'observer chez les patients aussi. Et juste ici, vous avez une image qui est un petit peu bruitée. C'est dû à un dépôt d'énergie. Et en fait, là, il y a le bras du patient qui est là. Ce monsieur, il avait un tatouage, en fait. Et on a choisi de lever les bras. Et ici, il y a la disparition de ce dépôt d'énergie.
Alors, pour l'induction de courant dans le système nerveux et les muscles, ça peut causer des vertiges, des nausées, des pertes de contrôle musculaire, des douleurs ou un goût métallique. Donc, le goût métallique, c'est dû à la libération de protons au niveau de la langue. En fait, forcément, sur la langue, il y a de la salive, et dans la salive, il y a des protons. Et si par exemple, on bouge dans la salle d'examen, ça peut libérer ces protons, ça peut les faire bouger en fait, et ça peut créer un goût métallique. Pour les vertiges, en fait, c'est un peu le même principe au niveau de l'oreille. Donc en fait, il y a un flux de courant dans le vestibule et le nerf vestibulaire qui sont dus au mouvement de la tête. Et il y a une susceptibilité magnétique de ces structures qui engendre des vertiges et peut engendrer des nausées aussi. Alors, pour évaluer ces risques, il y a deux grandes notions qui s'appliquent. Donc ça, c'est tout nouveau et ça n'existait pas avant le décret. Ces deux notions, ce sont les VA et les VLE. Donc, les VA, ça veut dire valeur déclenchant l'action. C'est un niveau d'exposition opérationnel au-delà desquels les mesures ou des moyens de prévention doivent être mis en place. Donc, l'absence des dépassements des VA permet de garantir les VLE. On verra ça par la suite. Et ensuite, il y a les valeurs limites d'exposition qui sont induites à l'intérieur du corps lorsqu'il est soumis au champ électromagnétique. Donc deux catégories, il y a des VLE pour les effets sensoriels, donc au niveau de la tête, comme je vous le disais, et les VLE pour les effets sur la santé au niveau du corps entier. Alors on va voir ces deux valeurs plus en profondeur. Donc pour les VA, les valeurs déclenchant l'action, on va se baser sur deux grandeurs physiques. Ce sont des grandeurs qui sont mesurables. On va se baser sur les effets biophysiques directs et indirects. Alors, on sait qu'à partir de 0,5 millitesla, 0,5 millitesla, c'est les 5 Gauss. Avant, on disait 5 Gauss. Maintenant, on ne doit plus dire ça. Donc, c'est 0,5 millitesla. On sait qu'il y a un risque de déprogrammation des dispositifs médicaux implantés, style pacemaker, neurostimulateur, implant cochléaire, etc. Donc celle-là, 0,5 millitesla, il faut retenir. Et la deuxième VA, valeur déclenchant l'action, c'est la 3 millitesla. À partir de 3 millitesla, dans la salle, il y a une attraction ou une projection des pièces métalliques. Donc pour les VLE, c'est un peu plus compliqué. Donc les VLE, ce sont les valeurs limites d'exposition. Donc il y a une VLE pour chaque partie pour chaque champ dans la salle d'examen. Pour le champ magnétique statique, là c'est mesurable, c'est entre 1,5 et 7 Tesla. C'est facile, c'est la puissance de l'aimant de la machine. Après, pour les champs à gradient, ce sont des fréquences qui varient entre 500 et 5000 Hz. Pour les champs de radiofréquence, pour une IRM 1,5 Tesla, c'est entre 62 et 64 MHz. Donc ça, c'est pendant l'examen. Ce sont des valeurs qui sont fixées par le décret. Les effets sensoriels, je vous le rappelle, c'est une exposition localisée à la tête. Et les effets sur la santé, c'est une exposition à l'ensemble du corps. Donc ici, on vous a mis un tableau récapitulatif. En fait, on peut voir les effets signalés selon les VLE. Bon, par exemple, pour le champ magnétique statique, la VLE pour la tête, donc je rappelle, c'est fixé par le décret, c'est 2 Tesla. Donc vous voyez, si vous travaillez sur une IRM 1,5 Tesla, il n'y a aucun risque de dépassement des VLE pour le champ magnétique statique en tout cas. Et pour le corps, c'est 8 Tesla. Les effets signalés, s'il y a un dépassement de ces VLE, ce sont des vertiges. Pour le champ magnétique à gradient, donc selon l'exemple de champ entre 100 et 1500 Hz aux endroits accessibles les plus pessimistes pour les travailleurs en intervention. Donc ça, c'est quand il y a un besoin de rentrer dans la salle d'examen. Pour la tête, c'est 0,07 volts par mètre et pour le corps, 1,1 volts par mètre. Ça peut entraîner des sensations de picotement, des douleurs ou des contractions musculaires. Pour les champs de radiofréquence, pour le corps, la VLE, c'est 0,4 watts par kilo et ça peut donner des sensations de chaleur et de transpiration en cas d'exposition supérieure à 2 watts par kilo. Donc, à savoir que ces VLE, en fait, elles sont fixées par le décret, mais elles peuvent dépendre de la personne du travailleur qui est dans la salle d'examen. En fait, ces VLE, c'est donné à titre indicatif.
Mais selon la personne, selon la sensibilité des différentes personnes, des différents travailleurs, il y en a qui ont plus ou moins facilement des vertiges ou des sensations de picotement en fait. Alors, on a vu les différents risques, maintenant on va voir comment on peut se protéger. La première mesure de protection, en fait, c'est le zonage. À savoir que le décret impose un zonage de tous les lieux où il y a une IRM est présente, mais il n'impose pas le logo. Donc nous, on a choisi de les différencier en deux catégories selon les deux risques. Donc les risques liés au champ magnétique statique. Ici, on a choisi de mettre un aimant. On a repris le modèle de la radioprotection, donc à savoir que quand le logo est vert, il n'y a pas de risque, et plus on va vers le rouge, plus c'est une zone à risque. Et après, on a choisi les risques liés aux ondes de radiofréquence et aux bobines de gradient, qui sont représentés ici par des antennes. Donc sur le même principe, le vert, pas de danger, et plus on va vers le rouge, plus c'est une zone dangereuse. Donc le zonage, comment on le fait? En fait, on se procure les plans fournis par le constructeur à l'installation de la machine, et c'est tout simplement indiqué dessus. Donc ici, vous pouvez voir notre salle d'examen, et en rouge, c'est la ligne des 0,5 millitesla qui est représentée. Donc 0,5 millitesla, je le rappelle, c'est la ligne des 5 Gauss. Vous pouvez voir ici qu'on a remarqué que la ligne dépassait de la salle, la bordure de la salle étant ici, de 1,23 m dans le local technique. Donc on a repris le plan de notre local. Donc il faut tourner un petit peu le plan, en fait, imaginez la salle d'examen ici, le local technique est ici. Donc comme ça dépassait de 1,23 m, on a mis le local technique en rouge, au même titre que la salle. Parce qu'en fait, on est soumis au même risque que dans la salle, c'est-à-dire que tout technicien qui rentre dans le local technique doit être interrogé comme un patient. Ici, vous pouvez voir que dans le local de stockage que l'on retrouve ici, ça dépassait de 1 cm. Mais en fait, il faut vraiment adapter au lieu parce que quand on rentre dans notre réserve, 1 cm, on ne peut pas aller se coller contre le mur vu qu'il y a des armoires de stockage. Donc ça ne représentait pas vraiment un risque pour nous, donc on a choisi de le laisser en jaune. Et ici, à la console, au niveau du pupitre, ça dépassait de 6 cm, mais c'est pareil, en fait, chez nous, il y a un appui de fenêtre, une sorte d'appui de fenêtre au niveau de la fenêtre de surveillance, ainsi que le bureau où notre console est posée. Du coup, il n'y avait pas de risque d'aller se coller contre la vitre et d'être soumis au champ magnétique de la salle. Donc, on a choisi de la laisser en jaune aussi. Alors, là, on a regardé sur les locaux attenants. Nous, il n'y avait pas trop de soucis, en fait, par rapport à ça. À savoir que quand on a fait la formation, dans certains centres, la ligne des 0,5 millitesla dépassait dans le couloir qui menait au service de cardiologie. Donc ça, c'est beaucoup plus problématique. Quand ça se produit, il faut condamner le couloir, il faut trouver d'autres solutions, en fait. Au-delà des locaux attenants, il faut regarder aussi aux locaux qu'il y a au-dessus ou en dessous de l'IRM. Donc il faut aller surveiller les étages en dessous et en dessous et au-dessus. Là, on a remarqué que l'étage du niveau inférieur, à 1,80 m du sol, il y a la ligne des 0,5 millitesla qui dépasse aussi. On est allé voir ce que c'était, donc c'est une réserve, et en fait, il faut apposer les logos aussi dans cette réserve, par exemple chez nous, puisque une personne qui rentrerait dans cette réserve, qui ferait 1,90 m avec un implant cochléaire, elle ne pourrait pas rentrer dans la salle. Alors ici, on a les différentes lignes de champ sur le plan qui a été fourni par le constructeur d'installation de la machine aussi. Donc vous pouvez voir ici, on a la ligne des 0,5 millitesla. À l'origine, elle débordait dans le couloir interne ici qui menait aux ascenseurs chez nous, du coup. Et en fait, le constructeur a choisi d'incliner la machine dans un autre sens. Elle est dans cet axe-là en réalité. Vous pouvez aller voir sur le plan, sur la diapositive précédente. En fait, ça a permis de rapprocher cette ligne des 0,5 millitesla à l'intérieur de la salle. Donc, je vous le rappelle, la ligne des 0,5 millitesla, c'était l'ancienne ligne des 5 Gauss.
Ici, c'est la première des VA, valeurs déclenchant l'action. C'est la ligne à partir de laquelle il y a une déprogrammation des dispositifs médicaux implantés, donc style pacemaker ou neurostimulateur. Ici, c'est la deuxième VA, c'est la ligne des 3 millitesla. C'est la ligne à partir de laquelle il y a un risque d'attraction des objets métalliques, en fait. Que ça peut les transformer en projectiles. Et ici, vous avez la vue de ces lignes donc, dans les différentes orientations de la machine. Alors, on définit la zone d'accès contrôlé à partir de la ligne des 5 GOS, 0,5 millitesla pour le champ magnétique statique. Alors, cette ligne, elle ne doit pas être franchie par les personnes porteuses de dispositifs médicaux implantés, forcément. Elle doit être circonscrite dans le local de l'IRM et ne pas déborder dans les locaux attenants. Alors, c'est ce que je vous disais, si malgré tout ça déborde dans les locaux attenants, il faut prendre des mesures en fait pour condamner par exemple un couloir ou un parking. C'est déjà arrivé que ça passe sur un parking en fait. Et du coup, il faut prendre des dispositions pour que personne ne puisse passer à cet endroit-là. Et elle doit être matérialisée au sol. À savoir que le décret impose une matérialisation au sol des VA, mais ne précise pas quelle VA. Donc on a le choix entre 0,5 millitesla ou la 3 millitesla. Alors selon les sites, ça peut être plus ou moins judicieux de mettre l'un ou l'autre. Mais bon, nous, en tout cas, sur le CHU de Lille, sur toutes les IRM, en tout cas, il y a les deux qui sont matérialisés au sol. On trouvait que comme c'était deux risques différents, complètement différents, c'était bien de les avoir inscrites toutes les deux. Alors, il faut savoir que dans cette zone d'accès contrôlé, à l'intérieur de la salle, l'intensité du champ magnétique diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de l'aimant. Alors, forcément, vous voyez la 3 millitesla par rapport à la 0,5 millitesla, vous pouvez regarder sur le plan des lignes de champ sur les diapositives précédentes. Alors, on identifie la zone des dépassements des VLE, donc des valeurs limites d'exposition, à 1 mètre de l'ouverture d'éléments. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la garantie de respecter les VA permet de ne pas dépasser les VLE. En fait, la deuxième VA, donc la plus proche de la machine, c'est la ligne des 3 millitesla. Donc 3 millitesla, c'est à un peu plus d'1 mètre de la machine. Donc les VLE, c'est vraiment collé au bord de l'aimant. Et du coup, si on respecte bien ces VA, il n'y a pas de risque de voir un dépassement des valeurs limites d'exposition. On définit des zones en fonction du niveau d'exposition du personnel, forcément, et un nouvel affichage est installé pour identifier les zones concernées. Donc ici, en fait, sur l'image, sur la photo de droite, c'est le couloir qui mène à notre console. La porte que vous voyez sur la gauche, là, c'est la console de l'IRM. Donc on informe juste du danger, de la présence d'un champ magnétique. Donc vous voyez le logo avec l'aimant. En fait, on dit juste attention où vous allez mettre les pieds, il y a un risque, il faut regarder où on passe. Il n'y a pas de risque lié au champ électrique, donc aux ondes de radiofréquence qui sont disponibles pendant l'examen, parce qu'en fait, il y a la cage de Faraday qui les arrête. Donc ça, c'est vraiment un risque qui est localisé à la salle d'examen. Donc là, à ce niveau-là, on n'a pas le deuxième logo avec l'antenne. Sur l'image de gauche, on arrive à la salle de commande d'IRM. Donc là, on a mis le même logo avec l'aimant en jaune parce qu'on se rapproche du champ magnétique avec la légende et le plan pour savoir où la personne qui rentre peut circuler. Le but, c'est que chaque personne puisse savoir quelle zone correspond à quoi en fait. Même quelqu'un qui n'a pas eu la formation, il peut se référer, que ça puisse l'interpeller en tout cas. Donc la zone d'accès contrôlée. Ici, vous avez notre porte de l'IRM. Donc là, on retrouve maintenant les deux logos, donc l'aimant et l'antenne, en rouge forcément, puisqu'on est dans la salle d'examen, avec toujours à proximité le plan et la légende. Alors ici, on vous a mis les images de notre salle. Alors, dans notre salle d'examen, vous pouvez voir
ici, donc ça, ce sont des codes couleurs qui ont été choisis pour tout le CHU de Lille. Après, dans les autres centres, ils peuvent choisir la couleur qu'ils veulent parce que le décret ne l'impose pas non plus. Donc ici, vous avez la ligne des 3 millitesla. Donc chez nous, au CHU de Lille, elle est en jaune et noir et c'est bien écrit 3 millitesla dessus. Donc 3 millitesla, c'est la deuxième VA, je le rappelle. C'est la ligne à partir de laquelle il y a une attraction des objets métalliques. Alors chez nous, on avait de la chance, ça c'est notre salle d'IRM, on avait de la chance puisque la ligne des 0,5 millitesla, elle correspond exactement au mur de la salle. Donc chez nous, on l'a juste identifiée à la porte pour dire qu'on l'a franchie, pour montrer qu'elle est là. C'est la première VA, donc valeur à partir de laquelle il y a une déprogrammation possible des dispositifs médicaux implantés. Et sur cette ligne-là, elle est en noir chez nous et c'est bien écrit 0,5 millitesla. En plus de ça, on a rajouté une ligne en rouge stop pour que même quelqu'un qui passe par là, malheureusement, et qui a la porte ouverte, doivent se stopper, en fait, pour c'est une sécurité supplémentaire pour que cette personne ne rentre pas dans la salle, tout simplement, en fait. Alors maintenant, je vais vous proposer une vidéo, c'est un jeu des 7 différences. Donc, il y en a peut-être un peu plus que 7 d'ailleurs. Là, je vais vous laisser regarder la vidéo et après, il y aura la vidéo de correction. À vous de jouer le jeu et de relever les erreurs. Bonjour. Vous avez déjà fait une IRM? Oui, j'en ai déjà fait. D'accord. Vous n'avez rien de métallique sur vous? Enfin, peut-être même un peu quand même. Ça fera possible. Je devrais vous poser une reveineuse, mais on fera dans la machine. D'accord. C'est pas métallique le cathéter? Non, c'est pas métallique.
Alors maintenant, nous allons voir la correction. C'est pareil, c'est sous forme de vidéo. À savoir qu'on nous a déjà fait la remarque, mais le non-port du masque n'est pas une erreur vu que les vidéos ont été tournées avant le Covid. Voilà, je vous laisse regarder la correction. Bonjour madame, je peux avoir votre nom s'il vous plaît? D'accord, donc je vais prendre le questionnaire. Vous avez déjà passé une IRM? Oui, j'en ai déjà passé. Oui, vous vous rappelez comment ça se passe? Oui, je pense. Donc là, ça va durer environ un quart d'heure, 20 minutes. Il ne faudra pas du tout bouger. Hein. D'accord. Je vais voir avec vous le questionnaire, même si vous l'avez rempli. Donc vous n'avez jamais eu d'opération au niveau de la tête, jamais reçu d'éclair métallique dans les yeux, ni dans le reste du corps, pas d'appareil auditif, jamais été opéré au cœur, des vaisseaux non plus. D'accord, donc je vais avoir besoin de votre poids par contre pour le dosage du produit et les paramétrages de la machine. 60. D'accord. Donc là, je vais vous laisser retirer tout ce que vous avez métallique, donc les bijoux, la ceinture au pantalon, ce qu'il y a dans les poches. Je vous laisse vous préparer, j'arrive pour vous poser la bonne Et tout question. soutien-gorge, c'est gênant, ça? Il faut le retirer aussi. C'est bon, madame, Oui. vous êtes prête? Donc vous avez un côté de préférence pour les Oui, revenus? oui, c'est bon. Les traces et les points. Voilà, donc là, vous marchez un petit peu? Je vais m'aider avec qui? Non, on va changer de chaise en fait. Celle-là, c'est une chaise qui est adaptée pour l'IRM, parce que la veuve ne rentre pas dedans. Et on va laisser la veuve ici. Donc vous allez pouvoir vous allonger sur la table à côté. Hein. Donc la tête par ici. Je mets le casque sur le coude et on y va. Dans la main, je vous laisse la pointe pour vous appeler si vous avez besoin. Donc, bougez pas, madame, j'injecte le produit. Voilà, on continue. Hein.
Alors, on vient de le voir grâce aux vidéos, mais apprendre à se protéger, ça passe aussi par l'utilisation du matériel adapté. Donc tout le matériel style brancard, fauteuil, matériel d'anesthésie doit être amagnétique. Ça doit être spécifié dessus. Au moindre doute, on ne le rentre pas dans la machine. Donc, en cas d'urgence vitale, malheureusement, s'il y a un patient qui ne se sent pas bien dans la machine, il y a deux possibilités. Soit on travaille dans un service qui est bien équipé, et dans ce cas-là, on a un chariot d'urgence amagnétique. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on rentre le chariot dans la machine. Soit la priorité, donc ça c'est dans la plupart des autres secteurs, c'est de sortir le patient avant toute intervention. Donc le matériel amagnétique doit être identifié, il doit avoir au minimum un logo écrit EmerSafe, comme on peut le voir là. Les extincteurs aussi, en fait. Quelquefois, sur les extincteurs, c'est pas très flagrant, en fait. Comme le note, c'était écrit en toutes lettres, extincteur amagnétique. C'est important parce que, encore, il n'y a pas si longtemps que ça dans la région, ça doit faire 1 an environ maintenant. Il y a la sécurité incendie qui est venue vérifier l'extincteur, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, ils ont changé l'extincteur. Ils n'ont pas fait attention que c'était un extincteur qui n'était pas amagnétique. C'est la manipulatrice qui a voulu le ranger. Et en fait, elle tenait l'extincteur par le bout des doigts, et l'extincteur est parti dans la machine en lui arrachant 3 doigts. Il y avait une patiente qui était sur la table, mais pas rentrée dans la machine avec l'antenne tête. Et elle a vu l'antenne tête s'arracher. En fait, avec l'extincteur, la patiente n'a rien eu, heureusement. Mais la manipulatrice a eu 3 doigts arrachés. Donc, il y a encore des accidents qui se produisent. Hein. Donc, pour le CHU de Lille, on a choisi de mettre des logos en français. Ici, je ne les ai pas sur la diapositive. Mais on a choisi de mettre des logos en français. Donc, au moindre doute, on ne rentre pas le matériel dans la salle. Alors, pour se protéger, ça passe aussi par adapter ses gestes au quotidien. Donc, la règle numéro 1, c'est de ne pas se pencher dans le tunnel. Pour le nettoyer, on pense aux balais adaptés. Donc, c'est des balais avec des longs manches et c'est très facile à nettoyer. Si il faut injecter le patient pendant l'examen, en fait, soit on utilise l'injecteur automatique, ou s'il n'y a pas besoin d'injecteur automatique, on met des raccords longs de 75 cm minimum. C'est pareil, on ne rentre pas dans la machine quand il y a des ondes de radiofréquence qui sont en cours d'émission, donc pendant les examens. S'il y a une panne d'injecteur, il y a une panne d'injecteur, on ne peut pas faire d'injection automatique. On ne met pas un casque pour se protéger du bruit et on rentre dans la machine en injectant le produit pendant que le collègue fait les images. Ça c'est strictement interdit. Alors vous allez me dire, pour les gestes interventionnels, on est bien obligé de rentrer dans la machine. Oui, mais ça c'est un cas particulier. En fait, toute personne qui doit faire un geste interventionnel doit se faire connaître au niveau de la directe. La directe, c'est l'inspection du travail en fait. Et c'est l'inspection du travail qui doit faire une fiche qui est nominative. Ça ne peut pas être une profession, il faut bien nom-prénom pour avoir l'autorisation de faire des gestes interventionnels et donc de rentrer dans la salle pendant l'examen en fait, pendant les émissions d'ondes de radiofréquence. Et dans ce cas particulier-là, en fait, il faut rester 6 minutes maximum dans la salle. Si c'est un geste qui dure plus longtemps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit juste de sortir de la salle pour remettre les compteurs à 0 et de rentrer à nouveau dans la salle et on est reparti pour 6 minutes d'émission d'ondes de radiofréquence. Alors, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas utiliser un modèle style dosimètre en IRM parce que, en fait, comme il y a une remise à 0 dès qu'on sort de la salle, ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas un effet de dose cumulée, par exemple, entre guillemets. Donc, lors de l'entretien et maintenance, du contrôle qualité, par exemple, on utilise aussi des outils qui sont adaptés, des outils amagnétiques. Et surtout, si on doit poser un cathéter, donc on le fait majoritairement en dehors de la salle, dans les cabines adaptées. Si malheureusement il y a eu un accident, le patient s'est dépiqué ou autre et il faut qu'on repique dans la salle, on n'utilise pas les cathéters rétractables. En fait, il y a un ressort à l'intérieur des cathéters et ça, c'est attiré par l'aimant de la machine et ça risque de devenir un projectile. Alors c'est pareil, adapter ses gestes au quotidien, ça passe par la communication avec le patient qui doit être privilégiée par l'interphone.
On ne se déplace pas dans la salle juste pour demander comment ça va, parce que quelquefois c'est juste j'ai laissé mon alliance et c'est une IRM de la tête, donc c'est pas nécessaire de retirer l'alliance. Alors ça sert à rien de se déplacer pour aller s'exposer une nouvelle fois dans la salle, juste de demander par interphone. Et c'est pareil, pour les déplacements dans la salle, en fait, il faut penser à l'agencement pour éviter les pas inutiles. Et si on doit si on doit changer d'antenne souvent, par exemple, il faut éviter de stocker les antennes trop proches de l'aimant de la machine, du centre de la machine, en fait. Il faut essayer de mettre le plus loin possible. Nous, on a une salle qui est assez petite, mais je pense par exemple à l'armoire à linge qui est vraiment à côté de l'aimant et à chaque fois on passe dans la... Enfin, on passe dans la zone des VLE, donc vraiment à 1 mètre de la machine pour aller chercher le linge. Et dans ce cas-là, si c'était à refaire, il faudrait agencer autrement. Alors, pour rappel, il est strictement interdit de rentrer dans la salle pendant l'émission des ondes de radiofréquence et donc de supprimer la sécurité de la porte de l'IRM. En fait, il y a une sécurité sur la porte. Dès qu'on ouvre la porte, normalement, la machine se stoppe. Enfin, le déroulement des ondes de radiofréquence se stoppe. C'est une sécurité. On a déjà vu certains sites où ils suppriment cette sécurité pour rentrer dans la machine à leur guise. En résumé, pour se protéger, ça passe par l'utilisation de matériel adapté. On minimise le temps passé près du statif de la machine. On limite les mouvements à l'intérieur du champ magnétique statique. On respecte la cage de Faraday. Et on comprend la signalétique et on la respecte. Alors, maintenant, on va voir les différents types de personnel à risque, parce qu'il y en a, forcément. Donc, il y a 3 catégories, qui sont les femmes enceintes, le personnel mineur et le personnel porteur de dispositifs médicaux. Alors, à savoir que ces personnes à risque, si vous êtes dans ces cas de figure-là, il faut impérativement vous faire connaître, soit auprès de la personne compétente en magnétoprotection, soit auprès du cadre, soit auprès de la médecine du travail. Alors, pour les femmes enceintes, en fait, on estime que l'exposition doit être maintenue au niveau le plus faible possible et en dessous des VLE du public. Donc, les VLE du public, c'est pour l'embryon et le fœtus. Le fœtus ou l'embryon n'est pas considéré comme un professionnel de santé ou tout ce qui est annexe, donc secrétaire, etc. C'est pas considéré comme un travailleur plutôt. Donc le VLE public, c'est 40 millitesla. 40 millitesla, si vous reprenez les lignes de champ qu'on a vues tout à l'heure, c'est vraiment très proche de la machine. Mais il n'y a aucune raison pour une personne qui travaille en IRM de rentrer dans la salle pour autre chose que d'installer le patient. Pour installer le patient, ça induit d'être vraiment proche de la machine. Du coup, en fait, en résumé, on estime que les femmes enceintes ne doivent pas rentrer dans la salle d'examen. C'est le principe de précaution qui s'applique ici parce qu'il n'y a aucun effet des champs électromagnétiques qui a été prouvé comme quoi c'est néfaste pour la grossesse, que ce soit pour la mère ou pour le fœtus. Pour le personnel qui porte un dispositif médical, il y a 2 types, actif ou non actif. Donc non actif, c'est par exemple une prothèse de hanche ou une prothèse de quelconque. Donc là, il faut attendre 48 heures avant de passer un examen ou de pouvoir travailler. En général, après une pose de prothèse, on n'est pas 48 heures après au travail. Donc là, il n'y a pas de problème. Et pour le personnel qui porte un dispositif médical actif, donc c'est par exemple un neurostimulateur ou une pompe insuline, c'est la médecine du travail qui doit se prononcer sur l'aptitude au poste. En sachant que si le constructeur dit qu'il n'y a pas d'exposition supérieure à 0,5 millitesla, donc la ligne des 5 Gauss, il n'y a pas d'entrée dans la salle d'IRM. En général, ces personnes-là ne peuvent pas rentrer dans la salle, tout simplement, et ne travaillent pas en IRM. Alors, si vous avez fait tout ce qu'il fallait pour vous protéger des risques liés aux champs électromagnétiques et que vous avez quand même l'apparition d'un effet sensoriel, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut le déclarer, donc soit par une fiche d'événement indésirable que l'on a dû créer aussi, et cette fiche d'événement indésirable, on la différencie en 2 types, soit liée à un matériel, donc ça peut être un projectile par exemple, soit lié à l'exposition directement, donc aux effets directs, aux effets biophysiques directs.
Donc cette fiche, elle permet de faire le lien avec la médecine du travail ou avec le CHSCT. Avec ces différentes personnes, il faut mettre en place des indicateurs. Par exemple, à partir de combien de déclarations on doit agir. Donc faire une formation, etc. Ça dépend les centres, c'est pas fixé par le décret non plus. À savoir qu'il n'y a pas de dépassement des VLE relatifs aux effets sensoriels sur une 1,5 Tesla. Il faut mettre à jour l'évaluation des risques après chaque signalement, savoir où ça a péché, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour éviter que ça se reproduise, tout du moins. Et en cas de dépassement des VLE santé, donc des VLE sur le corps entier, il faut une visite médicale obligatoirement. Donc il y a d'autres risques pour les travailleurs, par exemple le risque lié à la présence d'hélium. En cas de fuite d'hélium, il y a un risque d'explosion. Là, c'est ce que vous voyez sur les images, les dégâts que ça peut produire. C'est pareil, avec l'hélium, il peut y avoir des brûlures par le froid. Ça, c'est un risque non négligeable à prendre en compte. Il y a d'autres risques qui sont liés au bruit. Donc ça, c'est dans la salle d'examen, comme on vous le disait tout à l'heure. Normalement, il y a dans l'usage pratique, l'usage courant de la machine et les examens de routine, en fait, il n'y a pas de risque puisqu'on est en dehors de la machine et le bruit est atténué. Mais si on fait de l'interventionnel et qu'on a une déclaration nominative, il faut forcément porter une protection auditive, que ce soit pour le patient ou pour le travailleur, parce que le bruit de l'IRM peut aller jusqu'à 110 décibels, voire plus. C'est équivalent au marteau-piqueur, donc on le voit ici. Donc vous voyez, c'est extrêmement bruyant, on arrive quand même dans le rouge pour le bruit de l'IRM. Et du coup, la protection auditive est obligatoire. Alors nous allons voir maintenant les dispositifs de sécurité. Donc dans certaines circonstances, il est possible de couper le champ magnétique permanent. Donc il y a deux solutions. Le quench, donc l'arrêt d'urgence sur le coup de poing. Alors c'est s'il y a un objet métallique qui bloque ou qui blesse le patient ou le personnel, ou en cas d'incendie de la salle. Là, il n'y a pas d'hésitation à avoir, il faut quencher, parce que c'est une situation qui est d'urgence en fait. Ou alors, on peut faire une descente progressive de champ. Ça, c'est si un objet est bloqué dans l'aimant sans risque de blessure corporelle. En fait, pour le quench, quand on utilise le coup de poing, donc l'hélium liquide refroidit l'aimant et il se vaporise et sort par le tube de quench à l'extérieur du bâtiment. Alors ici, vous avez deux vidéos. Donc la première, c'est une vidéo à l'un des installations d'une machine. Ils ont voulu quencher pour voir ce que ça faisait. Alors là, ce qui est important de retenir sur cette vidéo, c'est où se répartit l'hélium. Donc là, l'hélium, vous voyez, il est tout de suite en haut de la salle. Et après, il se répartit vers le bas. On va en reparler après. Et la deuxième vidéo, ici, ça va montrer une IRM qui est en train d'être installée. Donc, elle est portée à l'extérieur pour aller sur son site d'installation. Il va y avoir un choc sur la machine et la machine va exploser avec l'hélium. C'est assez impressionnant. Alors, comme on l'a vu sur la vidéo précédente, le quench, si vous devez quencher, il faut évacuer la salle en se baissant au niveau du sol. En fait, l'hélium se répartit en priorité au plafond et après dans le reste de la salle. Et l'hélium remplace l'oxygène au fur et à mesure. Donc en fait, on évacue le patient et nous-mêmes, on se baisse et on sort. Alors, il y a une subtilité à savoir, c'est que normalement, dans une salle d'IRM, la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur. Si elle ne s'ouvre pas par l'extérieur, en fait, avec la pression due au quench, elle ne peut pas, on n'arrivera pas, on aura des difficultés à ouvrir la porte vers l'intérieur. Donc il doit exister une trappe de sortie dans le mur. En général, elles sont un peu étroites même, mais bon, normalement ça n'a plus lieu d'être.
Alors, il faut savoir que le quench, en fait, ça a de grosses conséquences derrière. C'est 10 jours d'arrêt de machine et ça coûte environ 40 000 €. Donc, c'est assez onéreux parce qu'en fait, on doit remplir la cuve, relancer le champ et recalibrer la machine à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ces dispositifs-là vraiment en cas d'urgence extrême, comme on a vu tout à l'heure. Si par exemple il y a un objet qui est coincé dans la machine, mais il n'y a pas un risque de blessure ou autre, en fait on va faire plutôt une descente progressive de champ. Donc c'est une opération qui est moins coûteuse. Ça nécessite une alimentation externe fournie par le constructeur. La manipulation se fait par le constructeur et la durée c'est entre 2 et 3 jours. Bon, la manipulation qui se fait par le constructeur, c'est vrai, mais sur les IRM nouvelle génération qui arrivent, en fait, on aurait la possibilité de le faire par nous-mêmes. Ça viendra par la suite. En fait, c'est pareil sur les IRM 1,5 Tesla avec de nouvelle génération. Ce sont des IRM qui contiennent beaucoup moins d'hélium qu'avant, donc environ 7 litres. Et du coup, il n'y aurait plus forcément la nécessité de quencher comme on fait maintenant et juste une descente progressive de champ par l'utilisateur. Mais ça, c'est sur les IRM très très récentes. Donc pour résumer, quel est le rôle du conseiller en IRM? Donc le conseiller en IRM doit savoir évaluer les risques liés à l'IRM. Il doit savoir les prévenir et les maîtriser. Il doit améliorer en continu la prévention des risques. Il y a une notion d'information et de formation du personnel. Donc pour nous, au CHU, dans les écoles, il y aura des ouvertures vers les hôpitaux extérieurs. Nous, on a été formés avec l'organisme Bioconsultant. Donc niveau 1, c'était sur le site, ça s'applique aux professionnels travaillant en contact de l'IRM. Et le niveau 2, c'est pour devenir conseiller. Il existe bien entendu d'autres organismes qui réalisent cette formation, par exemple Sécurité IRM. Et nous, on a créé la nôtre avec la formation Greta. Alors maintenant, je vais vous parler de la prévention des risques patients, sachant que ça, c'est un peu hors sujet, c'est juste un rappel par rapport aux contre-indications, etc. En fait, le décret ne parle que des travailleurs, mais nous, on trouve que c'est un petit peu dommage d'oublier le patient, puisqu'il est soumis au même risque que nous, finalement. Donc là, je vais vous proposer un petit cas pratique, à vous de jouer le jeu en fait, hein, pour le patient porteur d'une prothèse de hanche qui vient bénéficier d'une IRM de la prostate. Est-ce que c'est une contre-indication? Selon vous, quelles sont les précautions et les mises en garde au niveau du patient? Alors j'espère que vous avez joué le jeu, donc là on va corriger. Donc pour nous, ce n'est pas une contre-indication. En fait, la prothèse, elle peut créer des artefacts et des échauffements pendant l'examen. Alors, il faut faire attention à toujours mettre un drap pour éviter le contact direct avec l'antenne, ou avec les câbles, ou avec les parois du tunnel, et le contact peau à peau. En fait, le contact peau à peau, ça peut créer des échauffements, l'IRM, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, et ça peut entraîner des sensations d'échauffement, voire de brûlure. Pareil avec l'antenne et les câbles. Alors, lors de l'identification de la machine, en fait, on peut préciser que le patient est porteur d'une prothèse et que celle-ci est compatible. Alors, même chose pour les valves cardiaques. Est-ce que c'est une contre-indication? Quelles sont les précautions et quelle est la mise en garde du patient? Alors, qu'est-ce que vous ferez, vous? Donc, on va corriger. Donc, pour les valves cardiaques, il faut se poser la question déjà de savoir si c'est une valve mécanique ou biologique. Alors, pour les valves mécaniques, il faut vérifier la compatibilité, les paramètres à rentrer dans la machine et il faut attendre 6 semaines après la pose. Pour les valves biologiques, elles sont toujours compatibles, il faut juste attendre 6 semaines après la pose pour les fils de sternotomie en fait. Alors, le dépistage des contre-indications et la mise en condition des patients, ça commence dès la prise de rendez-vous à l'examen d'IRM. Donc, on envoie des questionnaires on envoie un questionnaire et des informations écrites. Ça a pour but de dépister les contre-indications avant l'arrivée du patient, de gérer son stress, conseils, prise d'anxiolytiques,
et d'expliquer le déroulement de l'examen parce qu'un examen bien expliqué, en fait, ça contribue à la bonne coopération du patient. Donc ici, vous avez les fiches explicatives de l'examen que l'on envoie au patient. Ça, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément partout la même. Nous, on a choisi de la mettre sous cette forme-là. Ici, vous avez notre questionnaire avec l'identitovigilance, donc nom, prénom, date de naissance, le poids. En fait, c'est important de rentrer le poids du patient dans l'exam card, en fait, au niveau de la machine, au niveau de l'examen, quand on rentre le poids, il y a une adaptation des puissances des ondes de radiofréquence émises. C'est pour éviter le trop de surchauffe au niveau du patient pendant l'examen. Alors ici, normalement, c'est la clairance et la créatinine, et on dépendra le choix du produit de contraste. Et après, toute la liste des contre-indications, et c'est pour savoir si l'examen est faisable ou pas. Donc, la contre-indication absolue, ça dépend en fait du matériel. Donc, les pacemakers, sauf certains pacemakers et la compatibilité. Les électrodes de pacemaker externes qui sont posées de façon transitoire après une chirurgie cardiaque, ça c'est une contre-indication absolue. Les défibrillateurs cardiaques implantables, il y en a certains qui sont compatibles aussi, très peu, mais ça existe. Après, les cathéters cardiovasculaires et accessoires, suivi de patients à haut risque ou mesure des pressions intravasculaires, intracardiaques, saturation en oxyhémoglobine. Ça, c'est déconseillé aussi de faire l'examen dans ces cas-là. Donc, c'est pareil pour les autres contre-indications absolues, ça dépend du matériel. Les implants cochléaires, il y a certaines références qui sont compatibles maintenant. Ça évolue en fait, et maintenant on fait de plus en plus de matériel compatible à l'IRM. Les implants oculaires, pour certaines références, les neurostimulateurs, les pompes électroniques implantables, les valves cardiaques anciennes, les clips vasculaires cérébraux anciens, les implants et dilatateurs mammaires, les corps étrangers métalliques, intraoculaires ou près d'une structure vitale neurologique ou cardiovasculaire. Donc les contre-indications relatives, ça dépend du matériel aussi. Donc pour coil, stent, filtre en matériaux faiblement magnétiques, on attend juste 6 semaines pour que la prothèse soit bien engainée dans la paroi vasculaire. Ça c'est pareil, hein, quelquefois si c'est un examen qui est un peu plus urgent, qu'on est à 5 semaines environ, que le radiologue il vous dit de faire l'examen, dans ce cas-là on fait l'examen quand même. Hein. Ce sont les précautions, ce sont les précautions à prendre. Après, comme on disait, c'est une contre-indication relative. La prothèse orthopédique, les ligaments artificiels, les tiges, les plaques, les vis, il faut juste attendre 48 heures après leur pose. Les implants péniens, c'est pareil, il faut vérifier la compatibilité et ça peut donner des douleurs plus ou moins importantes. En fait, ce qu'il faut retenir dans toutes ces contre-indications, c'est qu'il est très important d'avoir toutes les références du matériel. C'est un travail en amont, c'est pour ça que c'est bien de le détecter dès que la prise de rendez-vous. En fait, ça évite le refus de l'examen et ainsi que la perte de temps pour tout le monde. Quand on a les références bien avant, on a le temps, si on a un moment dans la journée, on peut vérifier tout ça. En cas de doute, par exemple pour les éclats métalliques intraoculaires, alors on interroge le patient, quelquefois ils en ont reçu, mais ils savent qu'ils ont eu des consultations chez l'ophtalmo et les implants ont été retirés. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci pour l'examen. Au moindre doute, on fait un scanner orbitaire ou une radio, le mieux étant encore un scanner orbitaire, c'est quand même plus précis. Pour les matériels implantés, il existe plusieurs sites de vérification, vous avez la liste qui est ici. Donc les exemples de sites, par exemple SecureIRM ou MRI Safety. Donc ici, et en fait par exemple ici vous avez le site Biotronic ou IRM compatibilité. Vous pouvez déjà voir qu'il y a certaines références à rentrer dans la machine. Par exemple la vitesse de balayage inférieure ou égale à 200 Tesla par mètre par seconde ou le débit d'absorption spécifique inférieur ou égal à 2 watts par kilo. Après, vous pouvez faire votre propre expérience. Donc nous, on a créé un tableau Excel, en fait, comme ceci, avec les références, avec le lien direct. Et ça permet aussi, en fait, il y a plusieurs types de matériel, en fait, qu'on retrouve souvent. Et ça nous permet
d'éviter de chercher à chaque fois sur le site. Alors, le cas particulier du pacemaker. Alors, il faut savoir que l'examen doit être vital pour le patient, parce qu'en théorie, la prise en charge, elle est longue. Il faut vérifier la compatibilité en IRM du pacemaker et des sondes. Il faut une consultation chez le cardiologue afin de le mettre en position IRM. L'examen doit être sur surveillance cardiologique et utiliser des gradients adaptés. Il faut que le chariot d'urgence soit quand même plus ou moins prêt, en tout cas à disposition. Et plus ou moins, le cardiologue doit être sur place. Et il y a une consultation chez le cardiologue pour vérifier la bonne remise en route du dispositif après. Donc, attention, il y a certains médecins, quand ils demandent de l'examen, qui peuvent vous dire que le pacemaker est compatible à l'IRM. Mais en fait, ça ne veut pas dire que l'on peut faire l'IRM quand même. En fait, les sondes ne sont pas forcément compatibles. Quelquefois, le chirurgien change le pacemaker, mais garde les anciennes sondes. Donc les sondes, elles peuvent ne pas être compatibles. Donc, il y a des zones d'exclusion aussi. Par exemple, en bas à droite, vous avez une zone d'exclusion au niveau du thorax, de l'abdomen et du pelvis. Donc, on peut faire des IRM cérébrales et des IRM des membres inférieurs, mais c'est tout. Et il y a certains constructeurs qui ne garantissent pas le boîtier si les sondes ne sont pas de la même marque. En fait, les constructeurs font des tests avec les boîtiers et les sondes de leur marque, mais pas forcément avec toutes les sondes des marques des autres concurrents. Du coup, c'est important de le prendre en compte aussi. Donc après la vérification de la compatibilité, c'est seul le radiologue et le cardiologue qui acceptent ou non la réalisation de l'IRM, en tenant compte du bénéfice-risque pour le patient. Si, malgré vos recherches, vous avez vu qu'il y a un problème de compatibilité d'une sonde ou autre, si le cardiologue et le radiologue donnent leur accord pour faire l'examen, dans ce cas-là, il faut faire l'examen. Alors, je vous propose un autre cas pratique. Pour un patient porteur d'un défibrillateur cardiaque, selon vous, est-ce que c'est une contre-indication? Quelles sont les précautions à prendre? Quelle mise en garde au patient vous pourrez faire? Dans le cas d'un défibrillateur, c'est différent de la prise en charge d'un pacemaker. En fait, le défibrillateur, la première chose, c'est de vérifier la compatibilité. La plupart des défibrillateurs ne sont pas compatibles, en fait. Et si le peu de marques qui sont compatibles, il faut vérifier autre chose. Donc, le cardiologue vérifie s'il est préventif ou curatif. Donc, préventif, on vérifie la compatibilité, les paramètres à saisir dans la machine. Donc le préventif, ça veut dire que le défibrillateur ne s'est jamais mis en route. Il est là par prévention, comme son nom l'indique. Donc il y a une consultation cardiologique avant et après l'IRM. Le patient peut se passer du défibrillateur durant l'IRM. Après, s'il est curatif, si le défibrillateur est compatible IRM et qu'il est curatif, en fait, c'est une contre-indication à l'examen. Ça veut dire que le patient ne peut pas se passer du défibrillateur même pendant un court temps d'examen, puisque le défibrillateur a déjà fonctionné. Dans tous les cas, c'est le cardiologue qui a posé le défibrillateur qui prend la décision. Si par exemple un patient était en vacances dans le sud, il a eu un problème là-bas, on lui a posé un défibrillateur, il revient dans le nord, et ben ça sera le cardiologue du sud qui devra se décider. Alors, on va voir maintenant la différence entre un pacemaker et un défibrillateur pour mieux comprendre la problématique. Donc un pacemaker, c'est quand le cœur bat trop lentement. Avant 2011, ils étaient tous incompatibles. Donc s'il est compatible, le pacemaker a deux modes de fonctionnement. Le mode sentinelle, donc ça c'est l'appareil qui mesure le rythme cardiaque et envoie une stimulation quand c'est nécessaire. C'est environ 9 volts, bon ça c'est pour indication, le patient ne le sent pas. En mode IRM, c'est le cardiologue qui l'active et le désactive avant ou après l'examen. Soit il y a certaines marques de pacemaker qui détectent automatiquement la sortie du champ magnétique. Et du coup, il n'y a pas besoin de consultation après l'examen. En fait, sous mode IRM, le pacemaker peut rester sous ce mode pendant 3 jours maximum. Donc il n'y a pas de panique, même s'il y a du retard pour la prise en charge de ce patient-là en IRM, il n'y aura pas de souci par rapport à son pacemaker. Alors, pour le défibrillateur, c'est à l'inverse, c'est quand le cœur bat trop vite. Donc le défibrillateur, il envoie une impulsion de 900 volts. Là, le patient le ressent.
quand c'est nécessaire. En fait, c'est comme les défibrillateurs externes que vous avez vus dans votre formation au geste d'urgence, sauf que c'est un dispositif interne ici. Donc là, le cardiologue le met en mode off pour l'IRM. Il y a une consultation avant et après. Alors, il y a certains d'autres cas particuliers. En fait, on a vu apparaître des dispositifs freestyle il y a quelques années maintenant. On ne savait pas trop ce que c'était, donc à la base, on les retirait tous. Il n'y avait pas de texte par rapport à l'IRM là-dessus. Et en fait, c'était assez onéreux pour les patients. C'est pour les mesures de diabète, hein, je ne l'ai pas précisé. Mais c'était assez onéreux pour les patients. Ils devaient échanger toutes les 3 semaines. Et à la base, ce n'était pas du tout remboursé par la sécurité sociale. Du coup, en fait, on avait un patient qui était là, qui venait de poser la veille son dispositif et c'était embêtant pour lui de le retirer. Et on faisait une IRM au niveau de l'abdomen. On a choisi de tester en faisant lever les bras au-dessus de la tête, en éloignant au maximum des ondes de radiofréquence, de la zone observée pendant l'examen. Et en fait, on n'a jamais eu de soucis. On prévient le patient qu'il faut faire une lecture après son IRM pour voir si le dispositif fonctionne toujours. Et à ce jour, on n'a jamais eu de soucis avec ce dispositif. Donc pour nous, ça n'indique pas ce n'est pas une contre-indication à l'IRM. Alors pour les implants cochléaires, en fait, il faut savoir qu'il y a quelques références compatibles. Il y en a même de plus en plus. Donc même si l'implant cochléaire est compatible, en fait, il faut toujours retirer la partie externe de l'implant cochléaire. Après, il faut faire un bandage avec des bandes velcro autour de la tête pour maintenir au maximum l'aimant. Et en fait, on fait un positionnement de la tête du patient dans l'axe de B0 sans inclinaison. Donc pour ça, on fait rentrer le patient en l'installant tout au bout de la table d'examen. On le fait s'allonger et on le fait se remonter en maintenant la tête, surtout en bien maintenant la tête pour pas que la tête bascule dans un sens ou dans l'autre. En fait, ça, c'est un risque que l'aimant sorte de la tête du patient. C'est déjà arrivé aussi il y a quelques années sur une IRM de la région. Alors, pour les neurostimulateurs, on vérifie la compatibilité. Donc, si c'est compatible, il faut le désactiver avant l'IRM, soit à l'aide d'une télécommande, et maintenant, même avec les téléphones portables, les patients peuvent le faire. Et il faut une utilisation de gradient adapté aussi, donc d'où la nécessité de rechercher les paramètres à rentrer dans la machine. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on cherche les paramètres à adapter, les paramètres à rentrer dans la machine. En fait, sur les nouvelles réglementations, les constructeurs de machines demandent maintenant à ce qu'on rentre les références pour adapter la puissance des gradients de la machine. Comme ça, on est sûr. Avant, il fallait le faire manuellement. Maintenant, la machine le fait automatiquement. Donc là, c'est le message qu'on a chez Philips. Donc soit c'est un implant compatible à l'IRM. Donc dans ce cas, il n'y a pas de souci, on appuie juste dessus. Soit c'est une IRM sous condition. Donc on clique dessus et on aura les différents paramètres à entrer. Ou soit c'est IRM incompatible et j'avoue qu'on n'a jamais appuyé sur le bouton, donc j'ose espérer qu'on ne peut pas faire l'IRM avec cet onglet. Donc quand on écrit IRM sous condition, on arrive sur ces onglets-là. Donc en haut, vous voyez, là on les a rentrés. Donc la SAR maximum est de 2 watts par kilo. Le gradient spatial maximum est de 300 gauss par centimètre pour cet implant. Donc il met ça et après quand il y a l'examen qui s'affiche, il y a un onglet jaune en haut à gauche de l'examen et ça indique bien que la machine va adapter ses gradients en fonction du dispositif médical. Donc pour préparer le patient, ça passe par vérifier les contre-indications. Un moyen mémotechnique, c'est de partir de la tête pour aller vers les pieds, comme ça on est sûr de rien oublier. On vérifie les consignes de l'examen, par exemple s'il faut être à jeun, etc. C'est une préparation à faire. On leur dit qu'il faut retirer tout ce qui est métallique et on nomme les choses parce que si vous dites juste retirer tout ce qui est métallique, le patient ne va pas forcément le voir. Donc moi je vous conseille aussi de partir de la tête vers les pieds en regardant le patient. Donc lui dire de retirer la monnaie, le téléphone, les tickets de métro, etc. Après, par contre, il faut rester logique. Pour une IRM abdominale, c'est pas la peine de retirer l'appareil dentaire, il n'y aura pas de souci. Après, il faut connaître l'histoire du patient, la guerre, les éclats d'obus.
Et il faut positionner des affiches de rappel sur les portes. Quelquefois, en fait, même si on les interroge, ils ont oublié de parler de quelque chose. Après, ils attendent en cabine. Et en regardant l'affiche, ils nous disent « Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai ça » ou autre. Et ça peut aider aussi. Donc, par exemple, là, c'est un patient, à l'interrogatoire, il nous dit qu'il a reçu une balle au niveau de l'abdomen. Il ne savait pas où exactement. Donc, on lui a fait un scanner. Et on voit que la balle est passée par le foie à proximité des artères hépatiques et que la balle est allée se loger au niveau de la vertèbre et qu'il y a des fragments de la balle qui sont proches des structures vasculaires. Donc, on n'a pas pu faire l'examen ce jour-là à ce patient. Alors, c'est pareil pour la préparation du patient. Donc, comme je vous le disais, on part de la tête vers les pieds. Alors, il faut faire attention au maquillage et au tatouage. Ça peut entraîner un risque de brûlure. Ici, vous voyez sur la petite image d'IRM chez une patiente, on peut voir des artefacts liés à son maquillage. En fait, il y a des petites particules qui sont aimantées, en fait, et ça peut risquer. Il y a un risque accru de brûlure. Pareil dans certaines encres de tatouage. Et il faut faire attention aux patchs médicamenteux. Donc c'est pareil, rien qu'une prothèse de hanche, il faut faire attention aux échauffements des prothèses, il faut prévenir le patient aussi. Ça peut, en fait, par exemple pour une IRM de la prostate, comme on fait des images vraiment au niveau de la prostate, il y a des échauffements d'une prothèse de hanche qui peuvent par induction échauffer la prostate. Donc là, on prévient le patient. S'il y a le moindre souci, il faut qu'il appuie sur la poire et on arrête l'examen. Donc là, on a mis une affiche, en fait, pour les personnes. Il y a encore des personnes qui ne savent pas forcément lire ou d'origine, qui ne parlent pas française et qui ne parlent pas français, qui sont d'origine étrangère et qui ne parlent pas français. Donc en fait, c'est important de mettre des affiches avec des objets barrés, comme nous on a fait en fait, pour qu'elles pensent à bien tout retirer. Donc pour le patient hospitalisé, il y a d'autres choses à ne pas oublier. Il faut regarder les différentes pompes, les sapes. Il peut y avoir des pinces à clamper métalliques dans certaines zones. Sur les blouses, en fait, il y a des pressions qui sont métalliques aussi. Les électrodes, en fait, ils retirent les matériels d'ECG, par exemple, mais ils laissent les électrodes collées, donc ça, on les retire. Il y a certaines plaques de la nourrice dans des poches. Là, il faut vérifier la compatibilité des sondes gastriques aussi. Donc voilà, j'espère que ce sujet vous a plu et vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et surtout n'hésitez pas à aller voir les autres sujets sur le site. Voilà, à bientôt.